Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler des papas. La préparation à la naissance est souvent presque exclusivement pour les mamans. On leur apprend à devenir maman, mais qui leur apprend à devenir papa? Donc nous allons tenter de répondre aujourd'hui à la question « Comment se préparer à être papa ?» Et pour cela, nous avons invité aujourd'hui Amandine Comodi. Amandine, bonjour. Bonjour Elisa. Alors Amandine, tu es sage-femme holistique. Tout à fait. Alors ça veut dire quoi holistique? On connaît la sage-femme, mais le côté holistique, c'est quoi? Holistique pour l'approche globale. Je suis partie d'une base de sage-femme, on va dire classique, hospitalière. Et je me suis formée à beaucoup de choses ces dernières 10 années autour de l'énergétique, du quantique, de soins pour la mère, du postpartum. J'ai fait des formations de doula, de la communication quantique, des massages, du yoga, etc., etc. Et riche de tout ça, j'ai eu envie de proposer tout ça aux couples, aux familles, avec cette dimension justement d'approche aussi plus globale, déjà pas que la maman. D'accord. Et du coup, j'ai réécrit même sage-femme pour montrer que je ne me présente plus comme sage-femme comme j'étais avant, parce que je ne me sens pas comme ça en fait, intérieurement. Donc sage-femme, déjà, je l'ai réécrit, je l'écris S-A-J-E-F, apostrophe âme, et holistique pour la vision globale du coup. Et les couples qui viennent à moi, déjà avec cette réécriture, voient avant même de m'appeler qu'il y a autre chose quoi derrière. Tout à fait. Tu t'occupes de l'âme aussi, du bébé qui va arriver, de l'âme. Ouais, je peux communiquer avec la communication quantique. Ouais, je peux communiquer avec le bébé in utero. Et je l'ai fait pour ma dernière où j'étais formée entre temps. Ouais, je l'ai fait, je l'ai utilisé. Oui, parce qu'on n'oublie pas que c'est un être qui arrive, qui a déjà une personnalité, déjà dès l'intérieur du ventre. Donc on en prend conscience, on prend conscience de la famille qui entoure cet enfant, pas uniquement la femme. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment une vision systémique en fait aujourd'hui. Il y a la mère, il y a le père, il y a déjà les enfants s'il y en a déjà avant, il y a le bébé du coup in utero, et puis j'élargis même et les familles autour. Des fois, je ne veux pas dire qu'un accouchement peut bloquer parce qu'il y a un conflit dans la famille, mais si ça pèse trop la maman ou le papa, si en fait, j'ai envie de dire. Ça peut amener des problématiques, effectivement, on l'a déjà vu, des problématiques psychologiques, mais aussi au niveau du corps, des blocages qui s'installent et on ne sait pas d'où ils viennent. Et complexifier la grossesse ou après le postpartum, ouais. D'accord. Et le couple, même le couple, la famille. Donc j'ai vraiment une vision systématique j'ai envie de dire de mon art de la maïotique aujourd'hui et de comment j'ai envie d'accompagner et de soutenir les couples et les familles en fait. Tout à fait. Alors toi, tu accompagnes les couples depuis la conception, la préconception? Depuis la préconception. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors déjà, ça dépend à quel moment ils m'appellent. Là, la plupart, souvent quand ils m'appellent, la maman est déjà enceinte, donc du coup, il n'y a plus vraiment de préconception. Mais je fais de la préconception jusqu'au postpartum, jusqu'aux 1000 premiers jours. Donc, élargie parentalité. Comment ça se passe? Quand ils m'appellent, du coup, je me présente. Parce qu'il y a toujours des questions derrière, malgré tout, ça veut dire quoi, sage-femme holistique, jusqu'où, en fait, quelque part. Et moi, j'aime bien dire que je les accompagne et je les soutiens dans leur projet de rêve d'enfantement. C'est pas, je vais pas leur dire ce qu'il faut faire en fait quelque part. Je vais vraiment mettre ma palette d'outils à disposition et leur redonner, si c'est pas déjà là, leur confiance, leur pouvoir. La femme porte son enfant, il y a des choses qu'on sent particulièrement pendant cette période-là, plus la mère que le père, mais il y a des pères qui sont très intuitifs. Il y a des ressentis particuliers pendant ces 9 mois. Et je vais justement, utiliser ça aussi pour les reconnecter en fait, aussi bien la mère que le père à eux, à ce qu'ils sont. J'aime aussi rappeler que nous sommes des mammifères à la base. Oui. Et justement, ce moment de vie est vraiment, assez primitif en fait, qu'on le veuille ou non.
Alors c'est sûr qu'on est dans une époque et un monde, en tout cas occidental aujourd'hui, où on est loin comment dire, de ce moment qui est assez animalier en fait, en quelque sorte, quand on y réfléchit, mais qu'on le veuille ou non, c'est ce que nous sommes. Et j'aime bien dire aussi que ce rituel de passage, d'accueillir un enfant, ça nous reconnecte quelque part à notre côté sauvage, à notre côté primitif justement. Tout à fait. Et qui est très puissant. Enfin, si vraiment on lâche et on l'accepte en fait, aussi bien l'homme que la femme, c'est vraiment puissant et libérateur, quoi. Et oui, effectivement, parce qu'on a une nature, une nature qui est de procréer, on va dire. Ça se passe facilement chez certaines personnes, chez d'autres c'est beaucoup plus compliqué. On peut avoir du mal à enfanter, on peut avoir du mal à accepter aussi la grossesse. Mais le papa dans tout ça, est-ce que ça peut être compliqué pour lui aussi de s'adapter à tout ça ? Je pense que le père aujourd'hui il a une place qui n'est pas forcément facile. Je pense qu'il y a peut-être un cercle vicieux entre peut-être il prend pas assez sa place et on lui donne pas assez. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai été témoin en tant que professionnelle, moi en tant que mère, déjà femme, mère, et puis autour de moi, j'aime à dire que oui, la femme, j'ai vécu aussi 10 ans en Guyane, donc j'ai vu beaucoup de manières de faire différentes, avec les cultures différentes, et j'ai adoré ça. Mais justement, par rapport à cette culture créole, j'aime dire que la femme est potomitan. Oui, exactement. Je suis d'accord avec ça. Elle gère tout, elle fait tout, c'est le personnage principal de l'histoire. Voilà. J'aime dire que la femme est le pilier de la famille, mais justement, jusqu'à quel prix, et pas tout gérer en fait, justement. Oui. J'aime dire que, j'ai la conviction personnelle que si je me sens bien, mon compagnon du coup va être bien, les enfants vont être bien. Il y a quelque chose de, je trouve, la femme, la mère, l'amante a une place très centrale. Mais cependant, ne pas oublier l'homme à côté en fait et lui laisser sa place aussi en fait. On peut avoir une posture de pilier sans, c'est pas écraser l'autre, c'est faux, mais en faisant avec l'autre en fait, en lui laissant aussi sa place, son espace, et pas que quelque part peut-être ce qui nous arrange, et de peut-être déjà nous femmes, reconnaître ça en fait. La place du papa est importante. L'enfant a besoin de son papa, l'enfant a besoin de ce côté masculin aussi, puisque on a deux façons de voir différentes, et heureusement, c'est pour ça qu'on est parents. On le fait à deux. On le fait à deux, et puis à l'intérieur de nous, on a toute une part de masculin et de féminin, qu'on soit homme ou femme. Et oui, c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, il faut un ovule et un spermatozoïde. Il me semble. Hein. Quelle que soit la manière de procréer. Et je trouve que au jour d'aujourd'hui, on est OK là-dessus, qu'il faut l'homme et la femme. Et après, je trouve que ça se perd très rapidement. Dès le suivi de grossesse, même le jour J à l'accouchement, en structure hospitalière, la place du père, elle est légère, quoi, on va dire. Oui. Voilà, il ne faut pas qu'il prenne trop de place entre le monitoring, la perfusion et... J'exagère à peine, quoi. Il devrait s'imposer plus que ça ? J'aime pas le mot imposer, mais peut-être être. Ouais, être. Juste être, en tout cas être plus présent. Et si on parle sur le jour J, parce qu'on était là, quand j'accompagne les couples, justement, je leur dis qu'il y a un moment, avec l'intensité des contractions, la femme n'a plus, et aussi parce que cérébralement, on n'est plus dans le même état il y a un état modifié de conscience en fait au moment d'accoucher. Et du coup, de poser toujours les questions à la mère, si on part du principe que c'est à l'hôpital, là où la majorité des naissances se font, de poser des questions en fait à la mère, ça la ramène en fait à un état de conscience qu'elle doit quelque part lâcher un temps défini, qui peut être plus ou moins court, pour accueillir son enfant. Et du coup, quand moi j'accompagne les couples, je dis vraiment au père que en fait, c'est vraiment son moment en fait là, d'être comme un roc en fait, le rocher là puissant, solide sur lequel sa femme
peut venir se déposer comme voilà, la vague à la mer là, qui vient, comment dire, se déposer tout son éclat sur le rocher et repartir. Les contractions sont comme des vagues. C'est vraiment ça l'image en fait. Et il doit du coup savoir exactement avant les contractions, on discutait vraiment tous les deux de ce que la femme veut, jusqu'où elle aimerait aller, et en fait soutenir ça. Parce qu'il y a un moment où, en pleine contraction, admettons que, et je ne dis pas qu'il ne faut pas changer de projet, mais si la mère aimerait vraiment essayer sans péridurale, je fais un exemple classique. Il y a un moment dans les contractions, il y a une phase de désespoir, et souvent la femme peut demander la péridurale. Mais en fait, souvent, cette phase de désespoir, quand elle est accompagnée, et déjà quand le couple il en a conscience, on peut vite la switcher. Et le père peut aider à ça, en fait. Le petit rappel. Ouais, du coup, quand il le sait, quand il a été préparé, que ce soit par une doula, une sage-femme ou autre, il y a plein de choses en ligne qu'on peut trouver aujourd'hui. Et du coup, être vraiment, à ce moment-là, le pot au mi-temps, j'ai envie de dire, du jour J, et la femme vraiment se déposer. Et c'est vraiment un travail d'équipe, en fait, pour moi, en permanence, avec un équilibre à trouver l'un et l'autre. Oui, tu parles d'équilibre, c'est important. La femme, elle va vivre sa grossesse en 4D, on va dire. On a les échographies, on a le ressenti, on a vraiment pas mal de choses. Et puis c'est elle qui met au monde. Le papa peut se sentir beaucoup à part par rapport à ça. Donc dans la partie préparation à la naissance, il doit être présent aussi à tous les rendez-vous, à faire tout ce qu'il faut autour de la femme. Dans ma vision à moi, oui. Parce que si le jour J, on veut qu'il soit le rock, ça se prépare. Enfin, je pense que ça se prépare en tout cas, d'être ce rock-là et de savoir quoi faire, comment accompagner. Il faut un minimum d'échange entre les deux. Tout à fait. Et puis savoir s'écouter, respecter. Il peut ne pas y avoir les mêmes besoins, les mêmes envies et être à l'écoute aussi de ça. Et oui, je pense souvent il y a besoin de redonner confiance en fait. Au père aussi, et puis de l'accompagner en fait. Devenir père, c'est pas non plus inné acquis comme devenir mère d'ailleurs. Et je pense que oui, ça se soutient en tout cas. Ça se soutient beaucoup. Pour moi, ça s'accompagne. De prendre le temps, de peut-être aller dénouer des choses par rapport à l'histoire, si on parle que du papa, à sa propre histoire à lui. Souvent, on est dans des recopiages de schémas en fait, conscients ou inconsciemment. Hein. On reproduit, je crois, au moins 60% de ce qu'on a reçu en bien ou en pas bien, entre guillemets, de ce qu'on a aimé, en tout cas, ou pas aimé avec nos parents. Et donc, il y a des choses qui peuvent se reproduire malgré nous. Et c'est bien Moi, je sais que quand j'accompagne un couple, le premier rendez-vous, je leur dis, c'est vous qui parlez. Et ça dure assez longtemps, ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 heures. Et je veux leur histoire, de leur naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est important, effectivement, l'histoire du vécu des parents. On peut travailler déjà ces traumas avant même l'arrivée de cet enfant. Pour prendre un exemple, un futur papa qui n'a jamais connu son propre papa, il a encore plus de travail à faire, certainement. Je ne sais pas s'il y en a plus. Je pense qu'il y a des traumas, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Après, j'ai envie de dire, le terrain est vierge, quelque part, de la paternité qu'il a envie de prendre, le rôle qu'il a envie de prendre en tant que père. Ça peut être un avantage, suivant les traumas qu'on a, justement. Mais il y a un trauma, c'est sûr. Je pense qu'on en a tous, consciemment ou inconsciemment. L'idée, c'est pas tous de les dénouer, peut-être pas tous de les ressortir. Ça ne va pas non plus être 9 mois on sort tous nos traumas, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est en tout cas de venir peut-être conscientiser, libérer certaines choses et de s'interroger déjà de quel père j'ai envie d'être, quel père, quel parent j'ai envie d'être, quel couple parental on a envie d'être. Et beaucoup la communication en fait, je pense. Je pense que la communication, c'est la clé de beaucoup de choses. Et de sentir peut-être que à ce moment-là, pour le cas justement de l'homme qui n'a pas eu de papa, de se faire accompagner s'il en sent le besoin ou pas en fait. Mais que ce soit, je pense, un moment posé comme un sujet, oui. D'ouverture, de partage d'émotions, de ressentis. Que ce soit posé comme un sujet, oui, par rapport à son vécu, ce qu'on lui a transmis aussi, parce qu'il y a forcément un père de toute façon, ce qu'il sait de son histoire, ce qu'on lui a transmis, comment lui le vit, là, dans le présent. Et oui, c'est important.
Et après, d'utiliser des outils s'il y a besoin pour qu'il se sente bien dans son rôle de père, en fait, d'aujourd'hui, quoi. Enfin, d'aujourd'hui. Tout à fait, prendre futur, sa place. Aujourd'hui, on a différentes façons d'être père. On a des pères qui sont plus ou moins absents puisque séparés, des enfants qui font l'aller-retour entre le papa, la maman. Dans tout ça, il faut savoir aussi comment on pose l'éducation. C'est tout un projet aussi, la parentalité. Tu veux aborder la parentalité en famille recomposée, du coup? Tout à fait. Parce que déjà, quand on est ensemble, c'est tout un projet, d'être d'accord. Je connais ce schéma, parce que j'ai 3 enfants et 2 papas. Du coup, pour ma fille, la première où le papa, je ne suis plus avec, j'aime dire, et puis je l'ai vu autour de moi, je le vois beaucoup, j'aime dire que quand il y a séparation, la séparation du couple amoureux, mais pas du couple parental, qu'on le veuille ou non. Tout à fait, et ça c'est très important de le savoir. On a fait un enfant à 2. On est liés à vie. On continue à 2. Le divorce, c'est le divorce des parents, enfin des parents. Le divorce du couple, mais pas des parents en fait, qu'on le veuille ou non, c'est toute la vie, quoi. J'aime faire cette différence et la rappeler aussi des fois à certaines femmes, parce que des fois j'avoue que ça me heurte un peu les oreilles, les manières de faire que je vois. Et de pas mettre l'enfant, que l'enfant soit pas mis au milieu dans les choix ou dans les non-choix. Je trouve encore trop souvent que l'enfant est utilisé entre guillemets un peu pour le parent obtenir ce qu'il veut, que ce soit le père ou la mère. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Consciemment ou inconsciemment. Et moi j'ai toujours dit à mon compagnon, on n'est plus ensemble, mais t'as ta fille quand tu veux en fait. Et presque... Ouais, je pense que j'aurais su vraiment faire la part des choses. Alors ça demande après peut-être une certaine force intérieure ou un certain courage, j'en sais rien. Mais je pense qu'il aurait pu peut-être me faire la pire crasse à moi. Je l'aurais jamais empêché de voir sa fille. Il y avait vraiment quelque chose que j'ai scindé c'est pas pareil en fait, de faire la part des choses en fait. Oui. De là, ton rôle de père, tu l'auras toujours en fait quelque part. Quoi que tu me fasses, perso, ton rôle de père sera toujours là. Et je pense que déjà, ça change beaucoup. Là. Après, l'homme prend ou prend pas. J'ai envie de dire quelque part son rôle de père. Mais de vraiment faire la part des choses, en fait. Entre je me sépare de l'homme que j'aime plus, enfin, mais le père, il est toujours là, en fait, quelque part. Et c'est vrai que je vois beaucoup autour de moi de mères qui... profite peut-être de ce changement de vie pour encore plus délester la place du père. Du père. J'ai l'impression, en tout cas, je peux me tromper, mais effectivement, dans ce que je vois autour de moi, je vois beaucoup ça. À partir du moment où on a beaucoup de ressenti envers le papa, souvent on a aussi un manque de confiance en lui, il y a pas mal de choses qui se passent, et c'est à ce moment-là qu'il faut se faire accompagner pour faire en sorte que l'enfant ne ressente le moins de choses possibles. Alors, est-ce que ça peut... C'est délicat, mais est-ce qu'on peut en parler pendant la grossesse aussi? Si jamais on en vient à se séparer, comment on fait aussi? Je ne vais pas jusque-là dans l'accompagnement. C'est délicat. Je vais pas jusque-là dans l'accompagnement. C'est pas que... Ouais, je sais pas si c'est le moment de... Je sais que j'aborde déjà un point qui est important, mais qui est aussi sur le rôle du père. J'ai pu accompagner des naissances à la maison, et moi je les mets vraiment par rapport face à leur conscience et leur responsabilité dans leur choix, en fait, dans ce choix-là. Voilà, dans les deux, qui est déjà un sujet délicat, et j'aborde la mort. Oui. Et pour moi, la mort doit être abordée même... Quel que soit le lieu en fait où le couple fait le choix d'enfanter, parce que c'est une réalité. Et puis au-delà de éventuellement la potentielle mort de l'enfant, il y a de toute façon dans le système, si on revient au couple, à la famille, il y a forcément la mort de quelque chose. On passe la mort d'un couple exclusivement à 100%, si c'est le premier enfant, on passe à 3. Quand on est à 3, il y a la mort de cette triade, on passe à 4. Les parents deviennent grands-parents, les grands-parents... Il y a forcément, de toute façon, pour moi, le thème de la mort, il est forcément présent, qu'on le veuille ou non, sans faire le drama de c'est le bébé qui va décéder. Mais, et justement, j'aime bien ça l'aborder
en systémie, ça peut être la mère aussi qui a beaucoup de peur de ne pas se retrouver, de se perdre, parce que il peut y avoir, il y a de toute façon toujours son rapport au corps, ce sera plus comme avant. Donc faire un deuil, il y a des deuils à faire en fait pendant la grossesse. Qu'on le veuille ou non, il y a des deuils à faire sans partir dans quelque chose d'hyper traumatisant. Donc déjà, j'aborde ce sujet-là. C'est vrai que celui de la séparation, je me souviens pas l'avoir abordé. Tu reçois aussi des couples qui en sont déjà séparés, mais qui malgré tout partagent la grossesse ensemble? Non, j'ai pas eu encore ce cas de figure. Ok. J'ai pas eu ce cas de figure. J'ai eu une femme où ça allait pas trop justement dans son couple. Elle savait pas s'il allait être là le jour J. Et c'était pour un accouchement à la maison. Elle souhaitait ça. Et j'ai refusé de l'accompagner parce qu'elle m'a dit peut-être qu'il sera là le jour J, mais que je le verrai pas pendant l'accompagnement. Et ça, j'ai dit moi je peux pas en fait. Tu accompagnes le couple, la famille. S'il est là le jour J, j'ai besoin de le voir. Il peut pas débarquer le jour J si je l'ai jamais vu. Enfin, c'est pas ma conception en tout cas de l'accompagnement. Donc du coup, j'ai refusé de l'accompagner par rapport à ça. D'accord. En parlant toujours de préparation, quels outils on peut donner à un papa qui se sent pas forcément dans la grossesse, il se sent peut-être un petit peu à part? Comment faire pour qu'il puisse s'approprier ce moment-là, ces 9 mois? J'ai envie de dire déjà aller au rendez-vous de suivi, que ce soit avec une sage-femme, un gynéco ou autre, ou autre. Ça peut être une manière de s'approprier. Dans les outils de préparation, il y en a de plus en plus qui intègrent le père. Donc d'en choisir un où il est intégré. Comme quoi par exemple? Comme quoi, je ne sais pas si on a ici en Martinique, mais l'aptonomie. Oui, ça existe. La sophrologie, elle peut se faire en couple. La préparation après à la naissance peut se faire en couple. Moi, j'ai fait du chant prénatal pour ma première, on le faisait en couple. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Je pense qu'il y a beaucoup peuvent se faire en couple en fait. C'est qu'on n'a pas, je pense, pris l'habitude de le faire en couple, mais elles peuvent toutes se faire en couple. De vraiment s'intégrer dans le packaging, quoi. D'arrêter de s'imaginer que la femme fait son bébé de son côté et que voilà. C'est ça. Et après, quand j'étais en Guyane, je faisais des rencontres parentalité et je faisais des rencontres que papa. D'accord, super. Des ateliers que papa, j'avais mis ça en place pour que le papa puisse poser toutes ces questions, se retrouver entre hommes et profiter de ce moment. J'avais amené du coup ça. Et je trouvais que c'était vraiment important, quoi. C'est intéressant parce que ça permet de poser des questions qu'on n'aurait peut-être pas posées en présence de la maman. Des questions qui peuvent gêner, mais aussi des questions qui nous semblent peut-être bêtes, qui ne le sont pas, bien entendu, mais où on a peut-être plus de force quand on est entre hommes et qu'on peut se lâcher, tout simplement. Aussi, oui, aussi. Et c'est vrai que là, avec mon compagnon, justement, parce que lui, il est sophrologue spécialisé en périnatalité, c'est un homme qui a eu, d'origine martiniquaise, qui a eu 6 enfants, et avec des naissances différentes à l'hôpital et pas que. Avec des expériences, sa présence justement était différente à chaque fois, donc avec un vécu, et on réfléchissait à ce qu'il propose, que ce soit vraiment un homme, en Guyane, je le faisais moi, s'il n'était pas formé encore, mais que ce soit un homme du coup qui propose des ateliers papa au papa, quoi. Génial, on attend ça avec impatience. Mais je pense qu'il y a besoin, comme les cercles de femmes sont de plus en plus répandus, qu'il y ait la même chose en fait. Oui. Des moments que pour les hommes, et ce que j'ai dit, les moments femmes c'est bien, les moments hommes c'est bien, mais aussi les moments réunir les deux. Tout à fait, tout à fait. Se réunir entre couples. On parle du couple dans la grossesse aussi. On a la grossesse, on a l'accouchement, puis on a l'après-couple. L'après-couple, ça peut être compliqué si on n'est pas préparé. Le postpartum peut être compliqué si on n'est pas préparé, oui. Et je trouve qu'on n'y pense pas suffisamment. C'est long, un postpartum. On peut dire que ça même dure toute la vie, presque, postpartum. En tout cas, le postpartum, la première année, on va rester là-dessus. On n'y pense pas et pourtant c'est long, c'est bien plus long que l'accouchement. Souvent, le couple est ciblé jour J, mais le jour J, il dure un jour. L'après, par contre, il dure beaucoup plus qu'un jour et
Et il peut être beaucoup plus intense et je dirais pas douloureux, mais si, peut-être émotionnellement, psychologiquement aussi, je pense. Ouais. Et moi, j'accompagne beaucoup les couples à réfléchir, à préparer l'après. Pour les deux, en fait. Pour que la mère puisse se reposer, parce que pour moi, c'est essentiel. Si on a envie, après, si on n'a pas envie, en tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et que le père ne s'épuise pas parce que la mère se repose. Tout à fait, il y a un partage équitable à faire. Et de revoir peut-être justement les cadeaux que font les familles après, de sortir du classique doudou ou habit qui est joli mais qui ne va pas forcément rendre service, alors que, je sais pas moi, se financer pour payer peut-être un mois de traiteur, des repas tous les midis, ou de changer peut-être un peu la vision et d'oser demander aussi autre chose, justement, de réfléchir. Quoi avez-vous besoin, vraiment? Ouais, de poser peut-être la question de quoi avez-vous vraiment besoin et puis d'oser dire ce qu'on a besoin aussi. D'oser peut-être dire à mamie que son pyjama, on s'en fout, qu'on préférait... Il y a ça aussi, en fait. Moi, ce que je disais quand j'accompagnais les couples en Guyane, du coup, ils allaient tous à l'hôpital. Si on prend la position d'accouchement, c'était plus souvent, je disais, osez demander à la sage-femme, au gynéco. Pire qu'un non, vous n'aurez pas. Oui. Pire qu'un non, vous n'aurez pas, en fait. Et si vous n'avez pas de non, ça se trouve, vous aurez la position que vous voulez. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi qui joue dans oser. Ouais, oser. Oser être qui on a envie d'être, oser demander, oser aussi recevoir du soutien. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes, justement potomitants peut-être, qui veulent gérer. Qui veulent gérer, exactement. Ouais. Sauf qui n'osent pas demander de l'aide. Ça limite je veux gérer toute seule. Tout à fait, tout à fait. C'est dur d'élever un enfant seul, même si le papa est présent quelque part, c'est dur d'élever un enfant seul. Avant, on faisait des enfants, c'était toute une tribu qui nous accompagnait. Donc il ne faut pas hésiter, effectivement, à demander de l'aide et à demander pour reconstruire aussi ce couple. Après un bébé, demander à pouvoir faire garder cet enfant. Aussi. Et je pense à prendre le temps aussi. On est dans une société où on court beaucoup après le temps. Moi, j'ai fait un constat par rapport à ça à quel moment dans notre vie on se connecte à son rythme physiologique, biologique. Et en fait, j'en ai fini à répondre à aucun moment. Parce que même le jour J, pour ceux qui accouchent pas à la maison, et encore même à la maison, on peut ne pas être respecté, mais quand même, en tout cas pour ceux qui accouchent à l'hôpital, et c'est la majorité des cas, il y a toujours un truc que le personnel hospitalier va faire pour accélérer, même si c'est une perfusion, mais il y a toujours un truc qui va faire que ça va, la rupture de la poche, sans rentrer dans les déclenchements, tout ça, il y a toujours un truc. Même le premier jour, quoi, il y a quelque chose qui fait que on respecte pas le rythme et après avec la vie des parents, c'est pas respecté. L'enfant est réveillé pour aller à la crèche, etc., etc. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est la conséquence de beaucoup d'épuisement et de burn-out parental et pas que à la quarantaine de j'en peux plus en fait. Et je me suis fait cette réflexion vraiment à l'époque où je travaillais à l'hôpital. Il y a un truc qui tombe par rond, quoi. Il y a un bug là de pourquoi il y a autant d'épuisement, de burn-out à la quarantaine où les gens lâchent tout. Je pense que ça vient de là. Dès le début, en fait, à quel moment les enfants les pressent pour tout, pour aller à l'école, pour déjeuner le matin, pour pas arriver en retard au travail. C'est une réalité sociétale. On reprend très vite le travail après. On reprend très vite le travail et du coup, il y a vraiment quelque chose de prendre le temps, de reprendre le temps, de s'octroyer le temps, de peut-être oser un congé parental. Il y aura peut-être moins d'argent, et j'ai envie de dire peut-être, parce que j'ai osé et j'aime dire que quand on ose et qu'on s'écoute, il y a de l'aide qui vient qu'on ne peut pas soupçonner. Mais de faire confiance à ça. Et puis les femmes aujourd'hui font moins d'enfants, c'est une réalité aussi. Et justement de prendre ce temps, de s'octroyer là à un moment, les femmes et les hommes, de s'octroyer un temps, quoi. Vraiment, tout à fait, c'est un moment important. Pour préserver indirectement soit le couple, la famille. Et je dis pas qu'il y aurait moins de séparation, mais vraiment pour se préserver et préserver tout le système en fait. Tout à fait. Et pas peut-être en arriver à après devoir prendre le temps de se faire accompagner pour le couple. Mais bien sûr qu'après oui, si le couple ou l'un des deux
comment dire, le mot qui me vient, c'est trop abîmé, mais ou épuisé, ou il y a un moment où oui, après, il faut savoir, c'est pas un échec, c'est savoir juste reconnaître que là, on a atteint nos limites et qu'on est vulnérable et savoir demander de l'aide, en fait. Tout à fait, c'est très important. Qui est une qualité qui n'est pas un défaut, quoi. C'est pas une situation d'échec, c'est juste là, je suis devant une situation où j'ai besoin d'aide, quoi, j'ai besoin de soutien. Et d'oser aller chercher ce soutien, quoi. Oui. Donc effectivement, on a un avant, on a un après. Tu as parlé tout à l'heure de deuil, de mort, de couple qui se transforme finalement. Ouais. Après la naissance, on a un couple qui est transformé. On n'est plus 2, on est 3, ou on n'est plus 3, on est 4. Il y a quelque chose qui se passe au sein de la famille. Oui. Les enfants aussi y participent. C'est une vie familiale qui change complètement. On est capable de s'adapter facilement. Où il y a aujourd'hui, tu parles du fait que on est à 100 à l'heure. Ouais. On s'écoute pas. Il y a du burn-out. On a des problématiques avec les enfants. Est-ce qu'on n'en viendrait pas justement à mal préparer cette venue, ne pas se rendre compte que la naissance finalement, elle est plus importante que de retourner au travail, elle est plus importante que de faire le ménage chez soi, elle est plus importante. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à quelque chose de plutôt familial où tout le monde participe? Je pense que c'est nécessaire. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur le sujet. Mais ouais, pour moi, c'est essentiel. Et justement, tu as parlé des enfants. Je pense que si on se reconnecte à sa nature sauvage et qu'on laisse l'enfant dans sa nature, parce que l'enfant naît, je ne veux pas dire qu'il naît sauvage, mais... Il est neuf. Il est neuf. Il n'a pas les filtres, voilà. Il est neuf. Et l'enfant neuf est connecté à son instinct, à ses émotions, à son côté plus sauvage. Voilà, il est neuf. Il vous vient de conditionner, en fait. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et donc, peut-être de temps en temps, j'ai envie de dire, s'arrêter, regarder son enfant de moins de 6 ans et d'essayer de peut-être à travers lui, d'être cet enfant, de faire revivre notre enfant intérieur quelque part, avec cette nature plus neuve, sans filtre, sans conditionnement, sans jugement, j'ai envie de dire naturellement. Je pense que c'est peut-être aussi peut-être dur ou complexe aujourd'hui avec nos vies parce qu'on va à l'encontre de ça tout le temps, de notre rythme physiologique, de notre rythme biologique en fait tout le temps et tout le monde. Je pense que c'est ça en fait qui est très à la fois simple et complexe. C'est simple, il faudrait ralentir quelque part. Tout à fait. Et en même temps, la société nous donne-t-elle l'opportunité de ralentir? C'est une chose. Mais est-ce qu'on est obligé de suivre est-ce qu'on est obligé de comment dire? Pour moi, on a toujours le choix. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire, on a toujours le choix. C'est un choix de rentrer dans le moule sociétal et d'avoir la vie qu'on a. Comme c'est un choix, à un moment de peut-être s'arrêter, réfléchir, faire des choix plus personnels, plus peut-être sortir de sa zone de confort. Mais est-ce qu'elle est vraiment confortable, la zone de confort? Point d'interrogation. Et peut-être d'oser réajuster des choses et de voir en fait. Et de voir. Moi personnellement, en tout cas, c'est ma première grossesse qui m'a vraiment... j'ai transformation 100%, quoi. Je me suis posé beaucoup de questions, mais naturellement. Oui. Je ne sais pas si toutes les femmes se les posent ou... De plus en plus, je trouve. Mais naturellement, je me suis dit comment je vais reprendre, quand est-ce que j'ai envie de reprendre, qui va garder mon enfant ou qui ne va pas le garder, est-ce que j'ai envie de le faire garder, comment je m'organise après et l'école, et je me suis posé toutes ces questions enceintes en fait. Déjà, j'ai pas eu les réponses à tout, mais je me suis posé vraiment la question consciemment et dans mon idéal, qu'est-ce que j'aimerais. Mon mental n'a pas pu tout répondre. Mais en fait, j'ai eu tout ce que j'ai voulu et bien plus, par contre. Et je suis partie Avant, j'étais sage-femme à temps plein à l'hôpital et aujourd'hui, je suis sage-femme holistique libre, j'ai envie de dire. Libre, c'est bien ce mot-là. Ouais. La liberté de choisir, la liberté de faire selon nos attentes. C'est cette liberté que j'ai envie d'encourager quand j'accompagne. C'est cette liberté cette liberté en fait.
la liberté et la souveraineté. Je dis beaucoup aux femmes, c'est votre corps. Je parle là de la femme plus que du père, parce que c'est la femme qui porte. Oui. Mais c'est votre corps, en fait. Et après, au couple, c'est votre enfant. Quelque part, ça devrait être vos choix, et pas quand on arrive à l'hôpital de s'en remettre complètement au personnel et presque s'oublier, s'effacer. Même la mère, et encore plus le père, mais même la mère reprenez justement ça, votre liberté. Ce pouvoir aussi. Le papa, il peut être là aussi pour justement affirmer les choix qui ont été faits ensemble, les choix de naissance, pour dire non, on avait décidé ça, est-ce que c'est encore possible? C'est ça. Ou de réajuster après, mais ensemble, ouais. Exactement. Pour moi, c'est vraiment primordial. La communication, elle est... je pense que c'est de toute façon une clé de la relation humaine globale, quoi. Mais là, du couple et de la famille, c'est essentiel. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de congés parentaux pris par le papa. On enlève cette étiquette de la maman qui reste à la maison et qui s'occupe du bébé, et du papa qui va gagner sa vie. On a de plus en plus de papa poules. Et ça, j'adore, parce que du coup, effectivement, ils sont plus dans cette approche différente de cette maman qui va materner à sa manière. Et là, on a un papa poule qui va prendre pleinement son rôle, qui va s'inquiéter de ce qui se passe, qui va lui-même aller faire les rendez-vous chez le pédiatre plutôt que la maman. Alors, quelquefois, on a complètement l'inverse. Des papas qui vont être omniprésents et qui ne vont pas laisser la maman prendre leur place. Donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre, c'est toujours un équilibre. Quel que soit comment dire, les rôles qu'on définit dans le couple et la famille, c'est toujours un équilibre pour moi. Toujours. Et c'est cet équilibre, je pense, qui peut être difficile à trouver, mais qui fait que ça fonctionne sur la durée, en tout cas. En qualité et en durée. Si l'homme est bien à la maison et que la femme, elle est épanouie dans sa carrière professionnelle, why not, en fait? Chacun voit ses affaires. Pourquoi pas, en fait. Et si c'est l'inverse et qu'ils sont équilibrés, épanouis comme ça, ou un mixte, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger. Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Si le père, vraiment, là, il a envie de faire une pause professionnelle les 6 premiers mois pour être plus près de son enfant, pourquoi il ne pourrait pas? Tout à fait. Congé paternité, ou pas congé paternité même. De réfléchir à d'autres options. J'aime bien dire, et de ne pas attendre du système, justement. De ne pas attendre le congé paternité. Je reviens toujours sur le faire confiance, en fait. Parce que je l'ai vécu, c'est pour ça aussi. Oui. Se poser les bonnes questions au bon moment pour savoir ce qu'on veut faire, vraiment. De ne pas attendre... Ouais, c'est ça, et de s'écouter, en fait. Je crois que la clé, elle est là. Moi, je suis convaincue que ce soit le père ou la mère, plus on s'écoute intérieurement dans nos choix, dans ce qu'on a envie d'être et de faire, et plus c'est facile, plus c'est fluide, et plus c'est équilibré. Oui. Parce que d'aller toujours à l'encontre de « Ah, j'aimerais prendre le congé paternité, peut-être 6 mois, mais j'ai que 3 mois, je prends 3. » Réfléchis comment tu peux faire les 3 autres mois. Parce que si c'est pour retourner travailler et pas être bien ni au boulot, ni à la maison, parce que tu as eu que 3 mois et que tu voulais prendre 6, ça va pas... L'argent, c'est bien, c'est le nerf de la guerre, mais ça fait pas tout. C'est souvent ça derrière l'histoire de congé. Ça fait pas tout. Il y a un épanouissement pour moi personnel, de couple, de famille, au-delà de l'argent. Tout à fait. Quand tout va bien, la famille va bien. C'est ça. Et on a moins de problématiques dans le couple, chez les enfants et ailleurs, et au boulot aussi, c'est pareil. Il y a un sujet dont on n'a pas abordé, ce sont les beaux papas. On peut devenir papa d'un seul coup parce que notre conjointe a déjà des enfants. Et là, comment on fait pour devenir papa d'un seul coup? Peut-être d'un ado ou d'un bébé, déjà, peu importe. Ça me fait sourire parce que je n'aime pas ce terme. De beau papa, belle maman. Je ne sais pas d'où il sort de la langue française, je ne connais pas l'histoire là-dessus, mais je n'aime pas ce terme. Je ne l'emploie jamais. Il y a quelque chose derrière, en tout cas pour moi, dans beau, quelque part, la beauté, qui est, je vais l'utiliser, mais je ne l'utilise jamais. J'aimerais bien savoir d'ailleurs l'histoire de ce terme, d'où il est sorti en langue française, qui est très complexe en langue française au passage d'ailleurs. Mais parce que je pense que dans le symbolique derrière, il y a quelque chose qui me dérange déjà, mais bon, c'est perso. Qu'est-ce qu'on fait avec le beau papa?
il n'a pas vécu la grossesse, il y a un enfant qui arrive comme ça direct. C'est la même chose pour les parents qui adoptent aussi. On a un enfant qui arrive directement. Admettons le papa qui arrive avec madame qui a déjà un enfant. On va prendre juste ce schéma-là. De prendre le packaging. La femme avec les enfants déjà. Oui. Déjà. Et pour moi, là, pareil, c'est un équilibre. Il faut être clair que si on est en couple avec une femme qui a déjà des enfants, ça peut être l'inverse, hein, mais d'accepter à 100% les enfants déjà de l'autre. Et après, pour moi, c'est pour l'équilibre, on en revient toujours au même, pour l'équilibre, je trouve ça primordial que la femme aussi donne de la place à cet homme qui, quelque part, est père au quotidien. Tout à fait. Ça lui donne de la force aussi par rapport à l'enfant qui est là. Oui, et puis il y a un équilibre familial, qui se recrée en fait. Tu veux dire qu'on n'est pas à moitié papa. Le beau papa n'est pas une moitié de papa. Il y a un deuxième papa, c'est sûr, qui est là, qui est présent ou pas présent, mais finalement l'enfant a vraiment deux vrais papas. Ouais, j'ai envie de dire que oui. Il y en a un qui est un père du quotidien, et enfin ça dépend des schémas après, mais, mais j'ai envie de dire que quelque part, oui, il y a un papa biologique qui peut prendre sa place. Si on fait même une semaine sur 2, oui, l'enfant se retrouve, et s'il y a une maman, une belle maman, on va prendre ce terme de l'autre côté, oui, c'est de ne pas se mentir en fait, quelque part là-dessus. C'est une réalité en fait, qu'on le veuille ou non. Quand mon enfant va chez papa, il y a une autre femme. C'est la même chose en fait dans les deux sens, c'est de l'accepter en fait. Et pour moi, l'enfant sera que plus épanoui que... et je le vis personnellement. Donc à titre perso, je ne vois pas la belle maman de ma fille comme une... Je ne vais pas dire qu'elle a deux mamans. Surtout qu'elle est énormément plus avec nous. Donc, mais quelque part, oui, je sais que quand elle est là-bas, il y a une maman dans le quotidien. Elle a une casquette de maman, qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Mon compagnon actuel a sa casquette de papa. Je suis assez... comment dire ? Moi, je suis assez claire. Et je pense que l'enfant, il faut être clair avec lui aussi. De pas lui mentir, de poser clairement les choses. Pourquoi pas le laisser choisir dans comment il va appeler ce papa. À les limites, pour moi, je pars du principe que c'est lui, c'est sa relation qui crée aussi avec cet homme et qui veut l'appeler par son prénom, beau-père, papa, son nom. Pourquoi pas en fait, et de respecter ça, donc discuter ensemble, mais de vraiment laisser la place. Sinon, je pense que le couple peut pas difficilement fonctionner. Si un homme rentre dans notre vie, qu'on lui laisse pas la place, ou lui qui prend pas non plus, qui fait comme c'est pas ses enfants, mais ça peut être complexe. Oui, selon le vécu de chacun aussi. Suivant le vécu de chacun, et je pense suivant peut-être l'âge de l'enfant. Si on le connaît tout petit et que du coup, quelque part, on fait partie de l'éducation intégrante, ou si on arrive tard sur l'adolescence et qui peut être une phase déjà sensible à la base quand on a ses deux parents, et donc qui peut être peut-être plus sensible. Peut-être. Donc tout est question de dialogue, on dialogue avec l'enfant, on dialogue avec le parent, de manière à ce que chacun prenne sa place et on n'hésite pas surtout à dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, établir des règles. Ouais, pour moi c'est essentiel, toujours. De ne pas laisser traîner, on a tendance un peu à faire ça, de ne pas laisser traîner les choses, en fait, oser dire peut-être à son partenaire, ou au papa, même quand il y a une séparation, et c'est ça la complexité après quand il y a la séparation, c'est de rester en bon terme parental, sachant qu'on n'est pas en bon terme, enfin qu'on s'est séparés, donc on n'est plus... Tout à fait. Alors bien entendu, on va terminer sur, sur ces mots-là. Quand on est papa, c'est à vie. Donc on prend son rôle à cœur, du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose d'important pour l'équilibre de l'enfant, l'équilibre des parents aussi, même si on est séparés. Un enfant a besoin des deux. S'il y a un équilibre à prendre, et n'hésitez pas, surtout pas, n'hésitez pas, et je le répète, à prendre votre rôle de papa. Eh bien, à bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup. Merci Lisa. Au revoir. Au revoir.